Alors, la commission reprend ses travaux. Je souhaite bien sûr la bienvenue à M. Charles Taylor et M. Jocelyn McClure. Je vous rappelle que vous disposez d'une période de 10 minutes pour votre exposé et après, ce sera la période d'échange. Alors, encore une fois, bienvenue et je vous cède la parole. Oui, merci beaucoup, M. le Président. Nous présentons ensemble, parce que nous avons travaillé ce problème ensemble depuis des années, nous avons même publié un livre qui s'appelle « Laïcité et liberté de conscience », paru chez Boréal, traduit dans plusieurs langues, y compris l'arabe. Alors, fin de la pause publicitaire, pour vous expliquer pourquoi on est ici ensemble. Moi, je voudrais prendre 5 minutes de nos 10 pour un peu exposer des points que je considère comme fondamentaux, et puis je vais présenter de façon très rapide parce qu'on va pouvoir discuter par la suite. Laïcité. Le problème, c'est que le mot a deux sens différents. C'est-à-dire, il y a deux régimes dont les finalités sont différentes. Il y a des régimes qui sont considérés comme laïques parce que ils sont soit anti-religieux, c'est assez rare que ce soit carrément ça, mais ils voient un problème dans la religion, c'est quelque chose qui doit être caché ou ne pas exister dans certains espaces, etc. Ils veulent limiter la religion. Et il y a une laïcité qui est fondée sur les chartes, qui est une laïcité qui, en quelque sorte, dérive des chartes de liberté, donc dont le principe est l'État est neutre, mais les individus sont libres de leur choix. Or, ces deux laïcités-là sont en tension. Je dirais même qu'ils entrent en conflit pour la simple raison que la laïcité basée sur les chartes peut être vraiment neutre entre religions, neutre entre philosophie, neutre entre religion et non-religion, neutre de façon absolue. Tandis que l'autre finalité, qui veut limiter la religion, pose toujours des problèmes, parce que, par exemple, comme en l'occurrence la législation que nous discutons, ils disent que certains gens qui pratiquent certaines religions d'une certaine façon ne peuvent pas accéder à certains postes, sont exclus de certaines carrières, etc. Alors, à ce moment-là, la non-neutralité entre religion et non-neutralité, ça entraîne des discriminations. Donc, une non-neutralité entre personnes. Disons, les droits de certaines personnes sont plus grands que les droits d'autres. Et c'est une tension qui est nécessaire si on embarque dans le chemin de la laïcité qui veut confiner la religion. Et on le voit, en l'occurrence, parce que, justement, il est proposé d'avoir appel à la clause dérogatoire parce qu'on reconnaît que certains droits qui sont inscrits dans notre charte vont être violés. Bon, alors, quels sont les inconvénients de ce premier chemin? Eh bien, c'est clair que, d'abord, ça va casser la carrière de certains gens qui se sont préparés depuis longtemps, mais aussi, ça va rendre très difficile l'intégration de ces gens-là. Comme vous savez, dans un pays d'immigration, l'intégration se fait d'abord, disons, l'approche des nouveaux arrivants avec les autres se fait ensuite, l'acculturation se fait ensuite. Ça commence par l'intégration. L'intégration commence par le travail. Donc, on empêche l'intégration de ces gens-là. On crée des sentiments d'aliénation et de division. Et à un autre niveau, bien que ce ne soit pas mentionné dans la loi, on encourage certains préjugés. Vous savez, notre société en Occident est maintenant vraiment le champ de propagande islamophobe qui vient de partout, des États-Unis, les grands think tanks américains, etc. Normalement, ça commence d'influencer les gens. Au lieu de combattre cela, on cible ces gens-là pour dire ils devaient avoir moins de droits que les autres. Ça élève un certain soupçon. Ça fait encourager une espèce d'anti-islam absolument stupide et dangereuse. Et ça, même si au niveau de la discussion politique, on est angélique, on ne parle pas d'islam, mais on parle de religion en général, c'est comme ça que ça se vit au niveau
de la population. La preuve en est que dans chaque pays où il y a eu une campagne pour ce genre de législation, le nombre d'incidents haineux se sont énormément multipliés. Les États-Unis, je vais sans dire avec Trump, le Brexit, la France avec le Front National, mais ici au Québec. C'est-à-dire les incidents haineux qui peuvent être simplement verbales, allez-vous, vengez-vous, etc., mais qui peuvent être beaucoup pires. Alors, je voulais signaler ces deux formes de laïcité et le danger très grand à suivre la première, c'est-à-dire la laïcité anti-religieuse. Il vous reste 4 minutes, M. McClure, s'il vous plaît. Merci et merci beaucoup, M. le Président. Merci de nous avoir donné l'occasion de participer aux travaux de cette importante commission parlementaire. Comme Charles, je suis déçu par ce projet de loi, non pas parce que je suis opposé au principe de laïcité, au contraire, mais parce que je considère que l'État québécois n'a pas à adopter les interdictions qui sont prévues dans le projet de loi sur le plan du port de signes religieux pour affirmer et même consolider sa laïcité. Le problème central, c'est que on restreint des droits fondamentaux sans que cela soit absolument nécessaire. Et contrairement à une caricature qui circule beaucoup, notre position, la position de plusieurs des opposants au projet de loi, n'est pas que les droits individuels sont des absolus qu'on doit toujours les défendre sans limite. Au contraire, c'est pas le cas. Et ceux parmi vous qui ont eu la chance, entre autres, comme ça a été le cas lorsque j'étais à l'université, de lire les travaux de Charles en philosophie politique dans les 30 dernières années, on est bien conscient que le libéralisme philosophique et politique a ses limites, que la défense des droits individuels peut pas à elle seule constituer un projet de société. Il y a de bonnes raisons parfois de limiter des droits individuels, entre autres lorsque les droits d'autrui sont en jeu, lorsque l'exercice des droits des uns entraîne des violations des droits des autres. Ça, c'est une bonne raison pour limiter les droits individuels, ou lorsque le bien commun, mais le bien véritablement commun, exige qu'on restreigne de façon raisonnable des droits. Ce sont de bonnes raisons de les limiter, mais ce n'est pas le cas ici. Dans le cas du projet de loi 21, d'un côté, il y a une vraie atteinte à des libertés fondamentales, c'est-à-dire que l'on place une petite minorité de citoyens, c'est-à-dire ceux dont les croyances sincères impliquent le port de signes religieux lorsqu'ils sont en public. On leur demande de choisir entre le respect d'une conviction religieuse sincère d'un côté ou entre leur droit à un accès égal aux fonctions et postes qui sont énumérés dans le projet de loi. Donc, il faut choisir soit entre sa liberté de conscience et de religion, soit entre son droit à un accès égal à ces postes. Et ce sont les seuls citoyens qui sont visés, qui sont dans cette obligation de choisir entre l'exercice de ces deux libertés fondamentales. Il est tout à fait vrai que l'objectif de faire en sorte que l'État soit laïque, c'est un objectif législatif d'une grande importance, mais ça n'exige pas ces interdictions. Ce qui importe sur le plan de la laïcité de l'État, c'est que les agents publics, tous les agents publics, qu'ils n'agissent pas sur la base de leurs convictions religieuses lorsqu'ils sont en fonction, qu'ils se gardent de faire tout prosélytisme lorsqu'ils sont en fonction. Mais c'est tout à fait possible pour un agent de l'État de respecter ses exigences et ses limites tout en affichant un signe religieux qui l'identifie à une religion donnée. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Inversement, c'est tout à fait possible qu'une personne religieuse contrevienne, une personne qui a des convictions religieuses, qui est aussi un agent de l'État, contrevienne au devoir de neutralité sans porter un signe religieux, comme si on pensait par exemple à un médecin qui déciderait de refuser une demande d'aide médicale à mourir, non pas parce que la personne remplit pas les critères énoncés dans la loi, mais parce que ses convictions morales, qu'elles soient religieuses ou non religieuses, feraient en sorte qu'il serait opposé à l'AMM. Dans les deux cas, que l'on porte un signe religieux ou non, ce qui importe, c'est que les actes, que les décisions, que la conduite professionnelle respectent l'exigence de neutralité et le devoir de réserve des agents publics, et c'est pas ce qui importe, c'est pas leur simple apparence. Je comprends tout à fait qu'il y a une certaine lassitude par rapport à ce débat et que l'on ait envie de tourner la page. Nous en sommes aussi.
mais ce projet de loi n'est pas la bonne façon de tourner la page. Je ne pense pas qu'en restreignant des droits de façon non justifiée, qu'on calme véritablement le jeu et en utilisant le pouvoir de dérogation, on se donne aussi un autre rendez-vous dans 5 ans. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne façon de calmer le jeu. Merci. Merci infiniment. Juste avant de continuer, pour avoir tout le temps pour la commission, j'aurais besoin d'un consentement pour aller jusqu'à 18h05. Consentement? Merci. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Taylor, Monsieur McClure, bonjour. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Merci d'être présent aujourd'hui pour témoigner sur le projet de loi 21. Ce que j'entends de vos propos, notamment, c'est que vous n'êtes pas en désaccord avec le fait d'inscrire la laïcité de l'État dans nos lois, mais vous en avez contre les moyens qu'on utilise. Vous n'auriez pas nécessairement pris ces moyens-là ou de la façon dont on fait les choses. Donc, vous êtes d'accord avec nous sur le fond, mais c'est au niveau des modalités. J'aurais une question pour vous relativement au projet de loi 62. Dans le projet de loi 62, on interdisait, dans le fond, il fallait que les services publics soient donnés et reçus à visage découvert, notamment pour des questions de communication, d'interaction. L'article 10 a été suspendu. Moi, j'ai retravaillé tout ça, et ce que j'ai fait, c'est que maintenant, les services publics doivent être rendus à visage découvert, mais aussi reçus à visage découvert lorsque nécessaire pour des questions d'identification ou pour des motifs de sécurité. Comment vous voyez cette modification-là qu'on a apportée? Est-ce que vous trouvez que c'est une modification qui est favorable? Oui, si je vous comprends bien, parce que le problème avec la loi 62, comme elle était rédigée à la première, c'était pas tout à fait clair qu'ils invoquaient toujours des raisons fonctionnelles pour exiger service à visage découvert. Du moment où on dit, pour des fonctions d'identification et pour des fonctions de sécurité, c'est clair, il y a une raison fonctionnelle. Et comme disait mon collègue, aucun droit est absolument sans limite. Et justement, c'est une limite à ce moment-là. Disons, la fonction de l'État ne pouvait pas marcher et il y aurait danger public si on ne tient pas compte. Le problème, c'est que la loi 62 semblait s'étendre à des femmes qui pourraient monter sur l'autobus, etc. Et là, il n'y avait pas ce soin au départ de, en quelque sorte, cibler les raisons vraiment acceptable d'après notre charte. Donc, ce que j'entends de vos propos, c'est que dans nos sociétés, il exerce certaines limites aux droits et libertés. Et dans le cadre de ces limites-là, et tout à l'heure, je crois, M. Taylor, vous avez dit que c'est de reconnaître une violation aux droits et libertés, le fait d'utiliser les chartes, les dispositions de dérogation aux chartes. Je n'en suis pas là. Je n'en suis pas là parce qu'on fait le choix de l'utilisation des dispositions de dérogation pour s'assurer que le débat, il reste ici au niveau du Parlement et non pas que ce soit les tribunaux qui viennent définir la laïcité et l'organisation des rapports entre l'État et les religions. Je pense que ça appartient aux élus de la nation québécoise d'établir quelles sont les balises qui vont être établies. C'est pour ça que nous utilisons les chartes, les dispositions de dérogation prévues aux chartes, mais surtout aussi, je constate que vous dites pour tout droit et pour toute liberté, il existe des limites. C'est bien ça? Exactement. Et la loi prévoit qu'il y a des raisons acceptables. Comme disait mon collègue il y a un instant, si mon droit, l'exercice de mon droit empêche l'exercice du vôtre, ou si ensemble on crée une situation impossible ou invivable, ou si ça crée des inégalités, il y a des raisons qui sont reconnues. Maintenant, on attend encore, par exemple, pour l'interdiction des femmes musulmanes portant le voile d'enseigner, on attend encore la raison acceptable. Quelle sorte de difficulté cela pose pour la liberté des autres? Pour quelle inégalité est-ce que ça crée? On attend encore de vous, Monsieur le ministre, que vous nous expliquiez et donner une raison qui est acceptable d'après notre charte. Je comprends, je vous entends, mais justement sur ce point-là, au niveau des limites qui sont raisonnables par rapport à certains droits et libertés, notamment le projet de loi que j'ai rédigé en collaboration avec mes collègues gouvernementaux, c'est largement inspiré du rapport que vous avez publié avec M. Bouchard en 2007.
Fonder l'avenir, le temps de la conciliation. Également, je pense que M. McClure était membre également de la commission au niveau de la recherche. Et quand vous prenez le projet de loi 21, il y a des larges pans du projet de loi 21 qui sont inspirés directement des recommandations que vous avez formulées en compagnie de M. Bouchard dans le rapport. Si en 2007, le gouvernement du premier ministre Charest avait pris votre rapport et l'avait mis dans une loi comme je le fais, est-ce que vous diriez que ça aurait été une erreur de faire ça? Ben, je ne comprends pas la raison de votre question parce que vous présentez une loi, par exemple, concernant les enseignants qui va beaucoup au-delà de notre rapport, qui est même condamnée par l'esprit de notre rapport. Donc, est-ce que vous me dites que si M. Charest avait mis en vigueur tout ce que nous avions proposé, vous ne serez pas ici à proposer d'interdire aux enseignants de porter le voile? Peut-être qu'on ne serait pas ici, mais faisons l'exercice suivant ensemble. Dans le fond, prenons le projet de loi 21 et excluons les enseignants et les directeurs d'école qui ne sont pas recommandés par votre rapport. Oui. Bon. Vous conviendrez avec moi que dans le cadre du projet de loi 21, il y a pas mal tout ce qui se retrouve dans votre rapport. Alors, est-ce que ce serait une erreur d'adopter votre rapport sans les enseignants ni les directeurs d'école? Est-ce que vous considérez ça comme une erreur? Sans les enseignants? Sans les enseignants. Non, je ne serais pas d'accord parce que à ce moment-là, j'ai accepté cette clause sur les fonctions coercitives parce que je croyais que ce serait... D'abord que ça choquerait vraiment les gens de sorte que tout le rapport serait discrédité. Et ensuite, que les gens marquaient une distinction très importante entre les fonctions coercitives et les fonctions qui ne l'étaient pas. Maintenant, je trouve qu'il y a 2 fois qu'une législation a été proposée, à la Parti québécois d'abord, il y a quelques années, et par vous, que vous passiez outre, vous alliez au-delà. Et c'était, dans mon esprit à l'époque, un rempart. Jusque-là, mais pas plus loin. Et c'est devenu un tremplin. Vous vous fondez là-dessus pour sauter et pour exclure des carrières à d'autres gens. Alors, je crois que c'est complètement contre l'esprit de notre rapport. Mais aujourd'hui, M. Taylor, là, si je n'incluais pas les enseignants ni les directeurs d'école dans le cadre du projet de loi 21, puis je me limitais uniquement au rapport Bouchard-Taylor, aux recommandations de Bouchard-Taylor, avec l'interdiction du port de signes religieux pour les personnes en situation d'autorité, est-ce que vous m'appuyeriez dans le cadre de ce projet de loi-là? Oui, c'est très important de souligner ça. Ce dont j'étais complètement inconscient, je l'admets, à l'époque, c'était, disons, les différents mouvements de haine et d'opposition qui ont lieu, qui existent, qui sont actifs dans notre société. Je ne parle pas de notre société au Québec, je parle de l'Occident en général. Surtout de répandre l'islamophobie, etc. On a trouvé, et j'étais très naïf, il faut dire que, d'accord, je mets ma naïveté, seul le fait de faire campagne sur ce genre de programme commence à stimuler des incidents haineux. Et ce n'est pas uniquement au Québec, c'est partout. Les recherches sociologiques ont été faites. Donc, à ce moment-là, je suis devenu j'ai non seulement fait la constatation que cette distinction entre fonction coercitive et pas n'était pas vraiment importante, que ça ne retenait pas l'intention des gens, mais j'ai vu que le fait même de faire ce genre de campagne fait énormément de mal à notre société. Vous ne pouvez pas exagérer la division, le sentiment d'aliénation que cela cause pour des minorités vulnérables. C'est terrible d'entrer dans une société où on est invité, on a une compétence et on est admis à cause de cette compétence et de se faire traiter comme beaucoup de ces gens-là ont eu l'expérience. Alors, je commence à voir que même s'aventurer sur ce terrain de façon minime, il y a certaines fonctions et certaines gens qui ne doivent pas entrer dans ces fonctions, ça donne du confort et de l'encouragement à un climat qui est vraiment affreux. Alors, je crois que la discussion politique au niveau ici, c'est un peu angélique. Ça ne voit pas ce qui se passe sur le terrain. Alors, j'ai vraiment changé d'idée quand j'ai vu des conséquences de ce genre de campagne. Mais avec égard,
Lorsque vous dites que les parlementaires ne voient pas l'impact sur le terrain, je peux vous assurer que l'ensemble des parlementaires ici sont présents sur le terrain et les fins de semaine sont dans leur circonscription et sur l'ensemble du territoire québécois et sont vraiment au fait de ce qui se passe sur le terrain. Mais revenons sur la question des minorités. Tout à l'heure, Mme Leila Lesbeth est venue témoigner ce matin avec l'Organisme pour le droit des femmes et elle parlait beaucoup des minorités. Des femmes d'origine maghrébine du nord de l'Afrique et elle disait celles qui ne portent pas de signes religieux. Elle disait, nous, on n'en porte pas, mais il n'y a personne qui parle pour nous. On est toujours identifié en fonction des femmes qui portent des signes religieux, des femmes qui sont définies par leurs signes religieux. Qu'est-ce que vous dites à une dame comme Mme Lesbeth qui dit « Moi, en tant que femme, je souhaite qu'on légifère et que pour certaines fonctions de l'État, et d'ailleurs même eux, ils proposent que ce soit la totalité des fonctions de l'État, qu'on interdise le port de signes religieux. » Elle-même dit « Moi, je suis considérée comme une minorité, mais je n'ai pas voix au chapitre. » Qu'est-ce qu'on lui répond? Au chapitre, ce qu'elle propose, c'est que les droits des autres soient limités. Hein? Nous avons dans toute notre société des gens qui ont des problèmes avec d'autres gens, surtout à l'intérieur de la même religion. Moi, je connais bien ça. Je suis dans une religion, puis j'ai beaucoup de gens qui le sont en même temps, avec lesquels je ne suis pas d'accord. Hein? Alors, c'est clair que ce genre de sentiment existe. Mais est-ce que ce genre de sentiment, c'est-à-dire de l'inconfort que ces femmes sentent à côté des femmes qui portent le voile, est une raison pour restreindre des droits fondamentaux? Hein? Est-ce qu'on dirait qu'ils ont un droit à proposer d'enfreindre les libertés des autres? Ça, c'est une drôle de société où ils sont considérés comme négligés parce qu'ils ne peuvent pas écourter les droits des autres. C'est pas comme ça que nous pouvons coexister dans une société saine et unie. Je respecte votre point de vue, mais je ne suis pas en accord avec l'interprétation que vous en faites au niveau du fait de restreindre les droits. Ça ne constitue pas une restriction de droits. Dans le livre que vous avez écrit conjointement ensemble, Laïcité et liberté de conscience, vous dites, écoutez, interdire le port d'un signe religieux en classe va augmenter l'apparence de neutralité pour un enseignant. Comment est-ce que je réconcilie les propos que vous tenez dans le livre, là, à la page 36, relativement au fait d'interdire le port d'un signe religieux relativement à l'apparence de neutralité? En fait, c'est une citation qui, je sais pas, c'est pas une citation, mais c'est hors contexte. Hein. C'est ce qu'on fait dans ce livre-là, c'est de tenter de présenter les meilleurs arguments contre notre position. Hein. C'est un art qui se perd énormément dans notre débat public aujourd'hui. Donc, on dit, on peut penser qu'il y a des raisons, de bonnes raisons d'interdire des signes religieux et que ça pourrait, par exemple, augmenter l'apparence de neutralité, mais c'est un argument qu'on rejette au final, hein, qu'on n'endosse pas nous-mêmes. Et que l'on dit, au fond, entre autres, qu'il faudrait qu'on nous montre quels peuvent être les effets véritables d'un port d'un signe religieux qui n'est pas accompagné d'une forme de prosélytisme ou une tentative d'endoctrinement ou de promotion de la croyance. Et ça, on est vraiment dans une question qui est assez empirique. C'est-à-dire que là, des recherches en psychologie pourraient nous dire être exposé à un signe religieux sans prosélytisme, est-ce que ça peut avoir un impact endoctrinement et ainsi de suite? J'attends toujours de voir ces études-là parce qu'elles n'existent pas, parce que c'est pas le cas. Et mon expérience personnelle avec des enfants qui sont passés tant par des CPE et qui sont à l'école primaire maintenant et qui côtoient des éducatrices et des enseignantes qui portent les hijabs depuis le début, je veux dire, il n'y a aucune forme de pression morale et psychologique qui est exercée si ça vient pas, ça se traduit pas dans des gestes particuliers ou dans un discours particulier. Donc, au final, on rejette cette idée-là, mais on a voulu rendre justice à l'argument pour ensuite le rejeter. Mais c'est quand même souligné également dans votre livre qu'il s'agit d'un cas difficile. Je vais vous donner l'exemple aussi de deux pays, l'Angleterre et l'Allemagne, qui n'ont pas traité le cas de la même façon non plus aussi. Donc, moi, je pense que ça appartient à chaque société de faire ce choix-là. On va développer un modèle québécois de laïcité, un modèle qui s'inspire notamment du rapport auquel vous avez contribué.
en grande partie, je vous dirais même, et qui a été une source d'inspiration. Alors, Monsieur le Président, je vous remercie d'être venu en commission parlementaire. Je sais que mon collègue de Vachon a des questions. Oui, merci. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Vous avez parlé tantôt de terrain, puis ça m'a interpellé. J'ai eu le plaisir de patrouiller les coins et les raccoins de Montréal pendant plus de 25 ans. Fait que je connais un petit peu le terrain. Et par des formations professionnelles, je vais vous parler de police un peu aujourd'hui. Vous parliez tantôt de neutralité, d'apparence de neutralité. Moi, il y a un cas que j'ai dû traiter comme policier qui s'appelle la famille Chafia en 2009. Et je me disais, si la plus jeune des filles, Getty, qui a 13 ans, avait décidé un jour d'appeler la police, parce qu'on savait qu'il y avait un conflit entre elle et le père, à savoir de quelle façon la religion se pratiquait à la maison. Elle décide d'appeler la police, puis c'est difficile, hein, souvent pour des victimes, de décider de faire ce geste-là, et que la policière qui venait à sa rencontre portait le hijab à ce moment-là. Mais même si la personne était très, très neutre et avait la meilleure volonté du monde, je crois que dans sa tête, elle se dirait « Je pense que je vais être jugée de la même façon que mon père ». Alors, je ne vais pas faire de généralité, mais juste vous dire de l'importance comme policier d'être neutre, en apparence et en fait. Mais c'est hyper important et je l'ai vécu sur le terrain et je voulais vous l'apporter aujourd'hui. Et je vous dirais, comme représentant d'une circonscription où j'ai beaucoup de musulmans dans ma circonscription aussi, il y a des gens qui quittent leur pays pour naître, surtout dans le Maghreb, pour avoir une neutralité, pour avoir la paix avec la religion. Et ils sont très surpris de voir de quelle façon ça se déroule ici. Pour eux, c'est pas leur attente du tout. Vous avez parlé tantôt de quelle façon on aurait une intégration. Il ne faut pas mettre de côté ces gens-là non plus. Oui, mais écoutez, qu'est-ce qu'on essaie de bâtir ici comme société? Il y a des gens qui viennent d'une société où l'hijab est imposé, par exemple l'Iran, etc. Est-ce que notre réponse à ça, c'est de dire on va faire exactement le contraire. Ce qui est permis là-bas va être interdit ici et vice-versa. Non, je crois qu'on bâtissait une société où la liberté était au centre. Et le fait qu'un policière vient avec le hijab et traite bien cette fille-là, parce que professionnellement, elle devrait le faire, ça changerait de tout au tout la façon de voir le hijab. C'est clair que si on arrive d'Arabie Saoudite, on peut avoir une réaction de peur et d'horreur. C'est tout à fait compréhensible, mais on n'est pas ici en train de bâtir le renvers de l'Arabie Saoudite. On est en train de bâtir une société basée sur la liberté. Vous avez parlé tantôt d'idéologie, mais je comprends aussi, quand vous êtes comme policier en état d'urgence, que vous décrivez là, qu'avec le temps, on verra de quelle façon on va être traité, c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Là. Pour la jeune fille, elle va se fermer directement à la vue de ce signe religieux-là. Pour elle, même si c'est pas vrai, là, pour elle, il y a un obstacle à la communication. Et dans un monde d'urgence, puis je parle vraiment de police, donc en monde d'urgence, écoutez, on a perdu la seule chance qu'on avait de rejoindre cette victime-là qui autrement ne parlerait pas aux policiers. Fait que je voulais vous soulever ce point-là qui est très important pour moi. Je me tourne maintenant vers l'opposition officielle. Madame la députée de Marguerite Bourgeois, s'il vous plaît. Oui, alors merci beaucoup, Messieurs Taylor et McClure. Je pense que nous devons prendre la mesure de votre présence ici et l'apprécier tous autant qu'on est et quelle que soit la position qu'on a. Je pense que tout le monde est d'accord ici que quand même c'est une discussion extrêmement importante. Merci pour votre immense contribution à toute cette question-là depuis plus de 10 ans, autant M. McClure que M. Taylor et M. Bouchard qui n'est pas ici, qu'on aura l'occasion de rencontrer. Ce sont des débats extrêmement compliqués. Et puis, M. Taylor, vous auriez peut-être plein d'autres choses à faire dans la vie en ce moment que d'être ici à venir affronter différentes opinions. Alors, vous êtes un citoyen engagé depuis toujours et ça le montre encore. Et je voudrais vraiment vous rendre hommage pour ça, même s'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord ou qui partagent. Alors, on va profiter quand même de votre présence et de votre grande et très longue réflexion à tous les deux sur cette question de la laïcité, qui est une question, comme on disait, très contemporaine de la situation mondiale. Et la situation mondiale où la migration des peuples, et on n'a rien vu encore par rapport à la migration environnementale qui est à nos portes, mais il y a toutes sortes de migrations. Et la vraie question, c'est ça, c'est la question de la migration et du vivre ensemble. Alors, pour ceux et mon collègue, le ministre de l'Immigration, le sait très bien, j'ai une approche beaucoup plus humaniste et une approche de tolérance et d'inclusion. C'est ma vision du vivre ensemble. C'est beaucoup plus exigeant que l'interdiction, on est d'accord, mais je voudrais vous entendre parce que vous faites référence, M. Taylor, à la laïcité ouverte et la laïcité fermée. Vous avez beaucoup travaillé ces concepts-là et vous dites, attention,
pour tous ceux qui, avec plaisir, se réfèrent toujours à la France, toujours en disant c'est notre modèle, la laïcité à la française, 1905, la loi, etc. Donc, la France est dans une laïcité fermée. Vous dites, attention, il y a des débats en France. J'aimerais vous entendre plus sur cette position, loin d'être monolithique, dans un pays auquel on se réfère toujours, qui est celui de la France. Absolument. Nous avons eu, lors de la commission, beaucoup de conseils très, très intéressants et utiles de Jean Bobéro, qui est le grand historien de la laïcité française, et qui nous fait remarquer que, justement, en 1904-1905, il y avait deux théories qui étaient en jeu. Il y avait Père Combe qui voulait pas parler de la religion, voulait expulser les enseignants, etc. Il y avait, par exemple, Jean Jaurès, le chef du Parti socialiste, qui était un grand tenant de la liberté de conscience. Et je crois qu'on pourrait dire que c'est pas la laïcité anti-religieuse, c'est pas la version française. C'est une version qui est en débat constant avec l'autre version en France. Seulement, il y a un espèce de va-et-vient. Et malheureusement, depuis une nouvelle ère, je crois qu'on peut dire que la forme fermée anti-religieuse commence à gagner du terrain. Et c'est un grand problème parce qu'en France, c'est complexe, c'est relié à la relation des Français avec la minorité musulmane qui vient du Maghreb. Le Maghreb a été gouverné par la France, mais avec telle violence et des révoltes et suppressions, etc. Et donc, ça a créé une aliénation assez grande en France, doublée du fait que les Français n'ont pas très bien géré le problème des jeunes qui n'avaient pas la formation d'autres, qui vivaient dans les banlieues. Ils envoyaient leur résumé, et puis même sans mettre le nom arabe, et puis si ça venait d'un certain code postal, c'était immédiatement écarté. Alors, il y a eu des brûlures de voitures en 2005, etc. C'est terriblement difficile en France de gérer ça. Et puis, je ne suis pas tellement indigné devant ce que fait la France que j'ai pitié de leur situation. C'est vraiment affreux. Il n'y a aucune raison de créer ça ici. En créant des aliénations, nous avons toutes les raisons d'éviter ça. D'éviter qu'il y ait une minorité qui se sent trahie, qui s'est venue ici avec certaines attentes brutalement démenties. Là, nous marchons dans le chemin, non seulement dans le français au sens essentialiste, mais dans le chemin actuel de la France, qui est un désastre pour ce pays. Madame la députée. Merci beaucoup, parce que je pense il fallait parler de ça parce que c'est important. La référence est constante à la France en pensant que c'est le modèle par excellence. Maintenant, puis il y a un peu de politique à travers tout ça. Mais parlez-nous, parce qu'on a des philosophes quand même, c'est pas des notions faciles avec lesquelles on travaille tous, là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se poser un certain nombre de questions. Je voudrais vous entendre vraiment sur la notion d'autorité. Parce que dans le rapport 2007-2008, on parlait d'autorité coercitive. Là, maintenant, on parle d'autorité tout court, si on veut, et on fait référence aux enseignantes, pour dire la vraie chose, là, qui portent un signe visible, même si on est rendu aussi au signe invisible pour faire peut-être pour pas donner l'impression qu'on vise trop les signes ostentatoires, mais on est dans la notion d'autorité. Il y a des longues discussions, il y a des manuels, il y a des gens qui ont passé leur vie à réfléchir à cette notion d'autorité. J'aimerais vous entendre l'un et l'autre parce que c'est au cœur du débat qu'on a actuellement sur ce projet de loi. Moi, je trouve que souvent les enseignants n'ont pas assez d'autorité. Mais l'autorité vient du fait non seulement qu'on maîtrise son sujet, mais qu'on peut enthousiasmer l'enfant. C'est quand je songe à ma formation primaire et secondaire, il y a un certain nombre d'enseignants qui ont une influence immense sur moi parce qu'ils m'ont ouvert la poésie, ils m'ont ouvert l'histoire, etc. C'est en ce sens-là qu'un enseignant peut avoir de l'autorité. Et justement, on s'attend à ce qu'un enseignant, même s'il
il choisit une ligne plus qu'une autre, mais puis il dit que Baudelaire est beaucoup meilleur, l'enseignant de poésie, beaucoup meilleur que Victor Hugo, c'est peut-être défendable, qu'il soit ouvert à ce que l'enfant, ce qui enthousiasme l'enfant, hein, et c'est ça qu'on demande des enseignants. À ce moment-là, c'est la véritable autorité de l'enseignant qui entre en ligne de compte. Et c'est malheureux qu'il n'en soit pas toujours ainsi. Et je crois que nous n'avons pas assez d'enseignants. Nous avons beaucoup d'enseignants qui ont cette trempe-là, mais nous n'en avons pas assez. Et c'est vraiment dommage si quelqu'un était formé, était très bien éduqué, une véritable vocation pour être ce genre d'enseignant-là, et qu'on lui ferme la porte. Ça, c'est, pour moi, c'est se compter dans le propre vue. C'est pas ça qu'il faut. Alors, l'autorité de l'enseignant, c'est très important de définir en quoi ça consiste. Madame Valété, oui. Et si je comprends bien, il y a très peu de lien entre ce que je crois comprendre de votre définition, qui est beaucoup plus dans ce qu'elle transmet ou dans la passion qu'elle suscite chez l'enfant et qu'elle laisse se développer, que ce qu'elle peut porter comme signe ostentatoire, par exemple. Donc, aucun rapport. L'enfant n'y pense même pas, comme disait mon collègue. Vous faites une notion très importante dont il est très peu question dans les autres mémoires. La laïcité d'État, ça veut dire le professionnalisme des agents de l'État. Donc, la laïcité de l'État, c'est d'avoir des gens professionnellement compétents. Et ce n'est pas en lien avec ce qu'ils peuvent ou non porter, parce que porter quelque chose ne veut pas dire être dans le prosélytisme. Ouais. On se comprend, ou vous pouvez élaborer là-dessus. Oui. D'ailleurs, ce que l'enfant apprend dans une école où il y a vraiment de la diversité comme ça, c'est qu'il vit dans une société où il y a de la diversité et qu'il vit dans une société où il doit apprendre à connaître d'autres gens. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes dans notre commission et dans la foulée de la commission Proulx, qui a non seulement enlevé l'enseignement confessionnel de l'école, ce qui est à juste titre, mais a mis dans l'école des cours sur la religion et l'éthique, justement pour que les enfants sachent quelle sorte de variété, de diversité il y a dans notre monde et dans notre société. Et c'est pas nécessairement préparer nos enfants pour ce qu'ils vont vivre dans notre société, pour ne pas parler de notre monde, que de leur cacher tous les signes religieux. C'est pas comme ça qu'on les prépare pour la vie qu'ils vont vivre dans notre monde. Madame la députée. On a eu avec les précédents interlocuteurs une discussion et je vais peut-être m'adresser à M. Maclure puisqu'il a parlé de ça. Vous dites que c'est une petite minorité qui est visée, mais il peut y avoir une croyance religieuse sincère. Et donc, on a eu une discussion, est-ce que c'est sincère de porter le hijab ou pas, ou est-ce que c'est toujours politique? Vous qui avez quand même, à travers tous les écrits, réfléchi à ça, vous parlez de croyances religieuses sincères. Est-ce que, donc, ça existe, cette croyance religieuse sincère, selon vous? Une croyance sincère de ce genre peut motiver une performance vraiment plus au point d'un enseignant. Et rappelons-nous, une de ses fonctions, c'est l'écoute. Hein? Et on peut être motivé par sa foi. Je connais beaucoup de gens de différentes foi et donc qui, justement, ont cette motivation d'écouter l'enfant. Oui, une des choses qui est difficile, et je comprends, étant donné notre histoire, hein, moi-même, c'était pas naturel de penser ainsi au départ, c'est de bien comprendre une façon différente de vivre sa foi religieuse. Hein. Même ceux qui sont athées, notre athéisme, hein, c'est beaucoup défini en opposition par rapport soit à l'Église catholique ou au sein de la chrétienté, de ces différents tiraillements, ce qui fait qu'on accorde énormément d'importance à tout ce qui relève des croyances, du fort intérieur, de la recherche spirituelle. Mais pour plusieurs croyants à travers le monde, la religion, la foi religieuse s'incarne aussi dans un certain mode de vie, dans des actes, dans des pratiques, dans des rituels, dans le port de vêtements à connotation religieuse. Et ces pratiques-là permettent à la personne de vivre sa vie spirituelle de la façon qui lui semble la plus apte. Et c'est un mode, c'est une façon de vivre sa religion qui est différente. Et
si, au fond, notre conception de la liberté de conscience et de religion, c'est oui, on tolère la diversité religieuse, mais uniquement si vous croyez de la bonne façon. C'est une vision bien appauvrie de la liberté de conscience et de religion. Monsieur le député Jean Lesage, s'il vous plaît. Oui, je vous remercie. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, M. Taylor, M. McClure, qui avait travaillé au rapport Bouchard-Taylor, mais c'est drôle quand j'entends le ministre qui dit « Je me suis grandement inspiré de ce rapport-là », ça me fait penser à une petite comparaison, là. C'est comme si, par exemple, si j'avais une bonne recette de tarte là, à la pistache et au chocolat blanc, par exemple, et que le ministre prenait ma recette de tarte qui ajoutait une tasse de sel, bien, ce ne serait plus une bonne recette de tarte. Et puis s'il allait dire à tout le monde, regardez, je me suis inspiré de la recette de tarte du député de Jean Lesage, bien, je serais un peu offusqué. J'aurais l'impression qu'on essaie d'usurper ma crédibilité sur le sujet. Je ne sais pas si vous vous sentez un peu comme ça quand on fait référence à votre rapport. C'est une bonne comparaison. Oui, je comprends. Sérieuse maintenant. Comment on lutte? Parce que ça, c'est un souci qui revient et qui est partagé par tout le monde, qu'on soit pour ou contre le PL 21, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on table sur ce qui nous unit, là. Tout le monde dit qu'il y a un danger avec l'endoctrinement religieux. Certains disent que l'interdiction des signes religieux est un remède à ça. Mais comment on peut lutter contre l'endoctrinement religieux sans porter atteinte aux droits de la personne? Les gens en fonction ont l'obligation de ne pas faire du prosélytisme. Mais que je sache, ça ne se fait pas au jour le jour dans nos écoles, ni dans nos hôpitaux. Là. Je crois que ce qu'il faudrait, là, une autre critique que je ferais, il faudrait des études sérieuses. Là. Il y a toutes sortes de gens qui disent, mais celles qui portent les hijabs, c'est des intégristes, etc., où ils veulent faire du prosélytisme. Personne n'a fait une étude sérieuse de nos écoles, de ce qui se passe, etc. Et je trouve ça d'une légèreté un peu inquiétante qu'on propose d'enfreindre des droits fondamentaux sur le foi de racontars de Vivian Jean. En 30 secondes, s'il vous plaît. Merci. Pardon. S'il y a un vrai problème d'endoctrinement, il faut le documenter. Et je soupçonne qu'il se produirait davantage dans les écoles confessionnelles de toutes les confessions. Mais ces écoles-là ne font pas partie, ne sont pas ciblées par le projet de loi. Mais s'il y avait de l'endoctrinement et que c'est un véritable problème, j'imagine que ce serait dans les écoles confessionnelles que ça se produirait. Et là, ça prendrait une autre approche pour lutter. Merci beaucoup, Monsieur le député de Matane-Matapédia, s'il vous plaît. Je n'ai pas de questions, Monsieur le Président. Merci. Donc, nous sommes rendus à la fin. Donc, je vous remercie beaucoup de votre collaboration, de votre participation. La commission va suspendre ses travaux jusqu'à 19h30 ce soir. Merci beaucoup.